metteur en scène, Ouais. formateur, Ouais. plein de choses, créateur de collectif Rêve Brut, Tout à fait. Ouais. et qui va intervenir au sein de l'association Marel avec son stage, qui va présenter un peu les techniques théâtrales enseignées par Michel Tchekhov. Donc, qui est Michel Tchekhov? Michel Tchekhov, né le 29 août 1891 à Moscou, est mort le 30 septembre 1955 à Beverly Hills. Il est un acteur, metteur en scène, un acteur, auteur russe-américain, directeur de théâtre et professeur d'art dramatique, et le neveu d'Anton Tchekhov, qui était à son tour écrivain et dramaturge russe. Donc Michel Tchekhov est le membre du théâtre d'art de Moscou, alors dirigé par Konstantin Stanislavski, qui était son premier maître. Et vous, Mathieu Joanneau, vous m'avez raconté qu'au conservatoire, vous avez étudié différentes écoles d'art, écoles théâtrales. Oui. Pourquoi votre préférence est tombée sur Michel Tchekhov? Pour la construction du personnage, pour la sensibilité aussi qu'il a apportée au personnage, quelque chose qui n'est pas classique, c'est des auteurs modernes pour moi. Tchekhov, il a beaucoup écrit pour justement travailler sur la méthode. Je parle de l'oncle, hein. Je parle pas de Michael, mais d'Anton. Les pièces en anac, par exemple, ça j'aime beaucoup en fait, parce que ce sont pas des pièces, ce sont des scénettes d'exercice pour pouvoir construire un personnage dans toute sa dimension. Et, au conservatoire, on apprend beaucoup à travailler sur le texte. Mais le texte, c'est pas le jeu. Le texte, c'est quelque chose, c'est un prétexte au jeu. Et la dimension du jeu, je trouve qu'au conservatoire, par exemple, elle n'est pas véritablement abordée, si ce n'est dans une intellectualisation du jeu. Et donc on forme des acteurs qui sont très mentaux, qui réfléchissent beaucoup, et qui, au final, en oublie le corps. Et le corps, lui, il a sa propre dynamique, il a sa propre conscience, et faire l'impasse sur la conscience du corps, sur la conscience des sens, sur la conscience de ce qui nous rend vivants, au-delà de notre intelligence, je trouvais ça un petit peu lacunaire. Et donc, au conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui nous a dit allez explorer, et quand vous montez sur une scène, vous savez pourquoi vous montez sur une scène. Et on a travaillé comme ça, j'ai cherché en fait. J'aime ce travail de recherche, et ce travail de recherche, il a été abordé avec Stanislavski par exemple, ou Tchekhov. Ils ont approfondi des choses sur le caractère, sur la conscience du personnage, sur l'inconscient du personnage, sur la construction sensuelle du personnage. Et cette méthode-là, pour moi, elle est complète. Parce qu'un acteur qui est purement mental n'oubliera pas qui il est. Parce qu'il sera dans une performance de se dire qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je suis, comment je suis. Et en fait, il sera toujours en décalage avec l'instant qui est proposé par justement peut-être un texte, une situation, un personnage. Voilà ce qui m'a séduit et ce qui continue de me séduire. Et les travaux qui ont été faits ensuite à partir de la méthode qui est perfectionnable. Donc, Michel Tchekhov a développé la notion venue de Stanislavski du geste psychologique. Pour Tchekhov, le geste psychologique éveille l'âme. Âme voulant dire ici intériorité, l'énergie du corps et perpétuel mouvement, sans connotation religieuse. C'est une gesticulation qui engage tout son corps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du geste psychologique et de son effet magique sur le corps et l'âme de l'acteur? Le geste psychologique, en fait, vous en avez tout le temps. Vous ne pouvez pas, ça parasite votre parole. Là, je suis en train de parler, je m'exprime avec des gestes psychologiques qui sont des gestes
écoutez-moi, j'essaie de vous convaincre de la nécessité de travailler justement sur telle ou telle méthode. Donc mon geste psychologique, c'est quelque chose qui naît à l'intérieur d'une émotion, c'est quelque chose qui naît d'un inconscient, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais que sur la scène on doit maîtriser. Ce petit paradoxe en fait de travail, de se dire je vais travailler tel ou tel geste, ça c'est la limite un peu de la méthode, mais de trouver le geste qui correspond à l'émotion du personnage, à l'émotion qu'on essaie de véhiculer. Et pas simplement dans un effet de voix, un effet de visage, ou un effet, une grimace, un masque, ou un geste qui en vient, justement, on parle de psychologie, mais c'est la naissance aussi de tout ce qui est psychanalyse et autres. Donc là, on s'orientait là-bas, on redécouvrait un petit peu le terme d'inconscient, le terme de ces choses-là. Donc il a fallu ancrer, je pense aussi, là, à cette époque-là, dans une recherche un peu plus psychologique. Donc le geste psychologique, c'est un travail de sédimentation, un travail de recherche intérieure, un travail de vérité intérieure, et un travail après d'oubli aussi. Mais tout ce qu'on va emmagasiner pour, je sais pas, exprimer une colère, exprimer un tourment, exprimer un remords, un regret, une passion, un désir, ce travail-là se fait à partir du texte qui est proposé, mais il y a tout le sous-texte. Et le sous-texte, ce sont ces gestes psychologiques, ces intentions, ces émotions, ces inconscients, ces passés qui n'est pas forcément raconté, mais qu'on doit construire. Et de là naît, c'est sur toute cette base fertile, naît le geste psychologique. D'accord. Donc, dans ses livres Être acteur et l'imagination créatrice de l'acteur, Michel Tchoukov propose un savant mélange de psychologie stanislavskienne, de techniques corporelles anglaises et américaines, et d'imagination non intellectualisée, mais profondément physique. Une technique qui allie exercice physique, souplesse, gymnastique et travail intérieur. Donc, quelle place vous réservez aux exercices physiques et à la gymnastique lors de votre stage dédié à la méthode de Mikhail Tchekhov? C'est la première heure. La première heure, c'est le travail de conscience de son corps. Parce que sur un plateau, en fait, c'est le corps qui joue. Le reste, c'est de la parole. On est acteur, donc on agit. Sinon, on serait des parleurs. Voilà. Donc le corps physique, c'est l'outil de base. L'intelligence, vous l'avez, on a tous notre intelligence en fonction de notre culture, notre expérience. Ça, c'est comment dire, c'est le petit sel, mais le sel du plat, quoi. Moi, ce que j'accorde au corps physique, en fait, c'est la première part du travail. Déjà, calmer le mental pour être disponible, avoir conscience de son corps, conscience de sa respiration, conscience, on a tous des corps différents, donc on a tous des outils, des instruments différents. Donc l'acteur, chacun a un truc qu'il n'aime pas chez soi. Un truc, je sais pas, son ventre, son nez, son visage, ses oreilles, ses yeux, sa façon de parler, sa voix. Mais on peut pas faire ça. Faut trouver, accepter et en faire une force. Alors moi, je travaille physiquement, oui, je travaille physiquement dans les... comment dire, on n'a pas la même souplesse. On n'est pas des gymnastes, la plupart du temps, les élèves que j'ai, ce ne sont pas des gymnastes, je ne m'adresse pas à des gymnastes, je m'adresse à des actrices, des acteurs qui viennent là pour justement se dépasser un peu eux-mêmes aussi, et renouer avec ce que l'on est en fait, renouer avec son corps. Donc l'exercice physique dans un travail de conscience de son corps physique, par la respiration. Par la respiration avant tout, parce que c'est ça qui donne la vie. Arrêtez de respirer, et puis vous verrez que le corps il va pas aller très loin. Donc la première conscience que je fais au niveau physique, c'est un travail de respiration. Après il y a un travail de souplesse qui est essentiel, un travail de souplesse pour que
tout le corps, si vous avez une corde sur une guitare qui ne fonctionne pas, qui est trop rigide, qui ne résonne pas, vous allez vous priver. Vous allez vous priver de quelque chose lors du jeu. Vous allez vous priver d'une exploration physique, justement. Donc, renouer, retrouver de la pointe des orteils au sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, jusque dans la mâchoire, la langue, les organes, cette vie et cette conscience. Donc, c'est l'essentiel du travail Stanislavski ou Tchekhov ou les écoles d'acteurs studio favorisent. En fait, vous avez normalement une matinée consacrée entièrement à l'exercice physique, à l'exercice purement physique. L'interprétation, ça vient après. Il faut que votre instrument soit accordé. Il faut que votre instrument résonne. S'il ne résonne pas, vous allez suppléer par une intelligence. Et on ne vous demande pas d'être intelligent sur un plateau. L'intelligence, elle appartient au texte, elle appartient à l'auteur. On vous demande d'être, on vous demande d'agir, on vous demande de ressentir, on vous demande de respirer, de vous détendre, de vous laisser aller, d'oublier qui vous êtes au service d'un autre corps, en fait. Donc tout votre corps, lui, doit être disponible pour le corps du personnage que vous incarnerez ultérieurement. Voilà. Vous allez aborder. Donc, Michel Tcherkov, elle développa sa vie durant une technique radicalement novatrice du jeu et du training d'acteurs focalisé sur le registre de l'imaginaire qui fait crier l'intelligence, la vérité et les réalités scéniques. Pour elle et en elle, plus qu'en tout autre, l'acteur retrouve son vrai visage. Donc, en quoi la technique développée par Michel Tcherkov est radicalement novatrice? D'utiliser en fait la source de votre propre imaginaire. L'imaginaire, il est brimé. On parle d'intellectuel, de mental fort. On vous demande de réfléchir, on vous demande d'être performant, on vous demande d'être intelligent dans la vie courante. On vous demande une performance intellectuelle beaucoup plus aujourd'hui. On ne demande pas. Les métiers manuels se perdent tout simplement. On ne demande pas de réfléchir quand on fait quelque chose de manuel. L'imaginaire, lui, c'est la force vive qu'on a dès l'enfance. C'est-à-dire qu'avec cette force vive de l'imaginaire, on est capable de tout créer. Et l'enfant qui joue a un imaginaire débordant, qui est brimé petit à petit avec l'éducation, qui est brimé petit à petit avec l'apprentissage, qui est brimé, ou plutôt qui est moulé à un type de performance. Mais l'enfant qui naît, ou l'enfant, lui, il apprend, il génère, il invente, il se dépasse. L'acteur, lui, doit être comme ça. Il doit être aussi pur qu'un enfant, dans son imaginaire. Et la force créatrice, elle vient de là, en fait. Elle vient de votre imaginaire. Si vous savez déjà ce que vous allez faire, vous allez vous fermer les portes de la découverte. C'est pour ça qu'au moment où j'ai créé le collectif Rêve Brut, parce que avant de concrétiser quelque chose, il faut le rêver. Oui, le brut de la réalité, dans lequel on va inscrire le rêve. Mais il faut le rêver et donner toute sa dimension au rêve, toute sa dimension à l'imaginaire. C'est une force... c'est une force de passion, quoi. C'est une force qu'aujourd'hui, en fait, on rend passive. À travers les écrans, à travers les films, à travers... tout ce qu'on vous propose, en fait, l'imagination, elle est plus très créatrice, elle est reproductrice d'un schéma. Et en fait, c'est libérer... je pense qu'eux, ils ont libéré l'imagination d'un schéma. Il fallait refaire comme les autres, il fallait les égaler, il fallait essayer de faire mieux, mais une fois qu'on a atteigné, qu'est-ce qu'on fait de plus? Alors que si on oublie tout ce qui a été fait, si on ouvre une nouvelle porte, on prend un autre chemin pour aborder un personnage connu ou autre, qui a déjà été joué 1000 fois, avec un imaginaire, avec votre imaginaire, vous allez explorer, découvrir des choses que
que personne n'a découvert. Et c'est ça qui fait votre particularité, singularité. C'est ça qui fait votre force créatrice, c'est ça qui fait qui forge votre talent aussi. Et pour moi, l'imaginaire, sans imaginaire, en fait, vous serez que des pâles copies. Donc, l'imagination créatrice de l'acteur, elle est essentielle. Et elle doit se nourrir de tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se priver des écrans, il ne faut pas se priver des choses qui sont mises à notre disposition, mais il faut être gourmand de tout. Pas seulement d'une chose, pas seulement d'un écran, d'un livre, d'une œuvre d'art, de la nature, des autres. Il faut être gourmand de tout, il faut le nourrir, cet imaginaire de livres, de tout. Donc, Michel Tchekhov, c'est Stanislavski, avec une différence. La différence étant l'idée que l'acteur, loin de se soumettre au texte de l'auteur, il doit les dépasser. Il doit offrir sa vie de gaieté d'âme à la poésie du texte pour aller bien au-delà. Aller au-delà peut-il paraître abstrait? Comment expliquer ces démarches aux débutants? Comment expliquer cette démarche? C'est simple. L'auteur, lui, il a une vision. Il a une vision, il a son imaginaire, par exemple, et il va écrire quelque chose en fonction de son propre imaginaire. Mais un auteur du XVIe siècle, ou bien avant, du XIXe, les auteurs qui ne sont plus présents ne pourront pas vous dire comment était leur vision, si ce n'est à travers leur texte, et puis vous allez essayer de supposer des choses ou d'autres. Et puis il n'est plus là pour dire « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire » ou « C'est pas comme ça que je l'ai vu ». En fait, on dépasse le texte, on lui propose une autre couleur. C'est comme si je vous proposais un tableau avec juste des traits sans couleur. L'acteur, lui, il est là pour mettre toutes les couleurs. Et libre à lui de mettre les couleurs qu'il veut. Libre à lui de mettre les couleurs dans le cadre du texte, bien sûr. Et ce travail, moi je pense, ce travail-là, tout véritable auteur, ça ne lui appartient pas en fait. Ça ne lui appartient pas. Une fois qu'il a rédigé son texte, une fois qu'il a donné son texte, le texte ne lui appartient plus. Le texte, il appartient à l'acteur. Le texte, il appartient à celui qui va s'en emparer. Il ne lui appartient plus, c'est fini. C'est fini. Il faut qu'il le laisse vivre. C'est comme il faut qu'il fasse son enfant, il faut qu'il fasse des expériences. Et les expériences, il va les faire à travers le potentiel de l'acteur. Et plus l'acteur sera riche de tout, plus l'auteur sera force de proposition, plus l'auteur sera dans un imaginaire fourni, fertile, plus le texte se dévoilera par des choses que l'auteur lui-même auxquelles il n'avait pas pensé. Donc, Michel Tchekhov propose un idéal d'un théâtre international, compréhensible par n'importe quel public, peu importe ses origines linguistiques ou nationales. Est-ce qu'une utopie de théâtre international est possible? Un travail sans texte. Le jeu, c'est pas du texte, donc travailler sans le texte. Notamment le spectacle que prenez le mime. Vous avez. L'art du mime, c'est international. C'est qu'il y a du mouvement. Le spectacle que vous proposez actuellement, c'est avec la langue des signes, je trouve. La langue Tout à des fait, signes. ouais. La langue C'est des un signes. exemple, peut-être. Nous, on a choisi, on a travaillé les fables de La Fontaine en langue des signes. Alors, on n'a pas fait une traduction des fables de La Fontaine, parce qu'il n'aurait eu aucun intérêt. On a choisi des fables, parmi celles les plus populaires, et puis celles aussi qui nous séduisaient. Et on a travaillé, la syntaxe de la langue des signes n'est pas la même que la syntaxe de la langue orale. Donc vous avez des choses qui sont très iconiques, qui vont à l'essentiel, qui ne s'embarrassent pas justement d'une langue qui date, qui a 4 siècles déjà, que les enfants aujourd'hui ne comprennent pas forcément sans une explication de texte.
Et donc nous on voulait rendre aux fables de La Fontaine leur malice, leur fantaisie, leur intelligence, leur dynamique, à travers aussi les personnages des animaux en fait qui sont employés dans les fables de La Fontaine, et repasser par le corps justement les situations. Et pour repasser par le corps une langue, la langue des signes, parce que Marie-Eva Martin, qui est la cofondatrice du collectif Rêve Brut, elle est interprète langue des signes. C'est une comédienne qui est née dans la langue des signes. Donc son corps joue, il est tout le temps en mouvement. Sa véritable pensée est dans le mouvement. Et donc à partir de là, on s'est dit on va travailler les fables, mais à partir de la syntaxe de la langue des signes. Et après, on l'oralisera en langue française pour que les entendants, eux aussi, puissent saisir ce qui se raconte dans la fable, même s'ils la connaissent. Et en fait, le spectateur, lui, redécouvre la fable, redécouvre l'essence de la fable, de ce qui se raconte, qui peut s'être perdu justement parce que la langue est aujourd'hui vieille de 400 ans. Mais le sujet en lui-même de chaque fable, le sujet de chaque fable est toujours contemporain, puisque c'est la nature humaine, à travers le visage des animaux. Donc c'est intemporel. Et donc il faut redynamiser ça, il faut réactualiser ça. Et nous, on voulait le réactualiser à travers une langue qui est pas théâtrale, mais qui est physique, qui est dans le mouvement, qui est dans le corps, qui est présente. C'est-à-dire que si vous voyez un sourd, regardez un sourd parler, communiquer, tout son corps est engagé. Parce qu'il n'a pas les nuances des adjectifs ou autres. Il va à l'essentiel. Et tout ce qui donne les nuances, c'est son visage, c'est son corps, c'est sa façon de se tenir, sa façon de raconter, de revivre. En fait, il revit. Nous, on peut avoir une conversation, je vais vous raconter un souvenir qui m'a beaucoup marqué, et puis je vais mettre les mots dessus pour que vous essayiez de sentir un petit peu ce que j'ai pu ressentir lorsque j'étais témoin de telle ou telle scène. Et je vais essayer de ciseler un petit peu ma parole, ciseler un petit peu ce que j'ai envie de raconter pour que vous puissiez être touché par mon souvenir. Et que vous puissiez le partager émotionnellement, soit par le rire, soit par les larmes, soit peu importe. Le sourd, tout son corps va vivre. Tout son corps va vivre, c'est ça qui est magique. C'est que dans sa langue, intrinsèquement, inconsciemment, tout son corps agit. Et c'est l'émotion qui passe directement entre lui et la personne avec qui il communique. Et ça, pour nous, pour moi, c'est l'essence du théâtre, c'est-à-dire un corps sur un plateau, sans texte, il est beau. Vous pouvez lutter contre une... Moi, j'aime bien utiliser ce parallèle, mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure diction, être l'orateur le plus perfectionné, avec toutes les inflexions de la voix, avec la bonne respiration, le bon regard dramatique, la bonne expression qui aura été préméditée, qui aura été travaillée, qui aura été ciselée. Vous pouvez faire travailler pendant une année sur un texte de manière à bien le dire. Et au moment d'arriver sur la scène, s'il y a un chat qui passe sur la scène, tout le monde regardera le chat. Tout ce travail pour rien. Donc, soyez des chats sur la scène. Oui, l'acteur le plus génial. Voilà, donc pour finir, pouvez-vous nous commenter la phrase de Shakespeare dans Hamlet? Les acteurs sont les seuls hypocrites sincères. D'accord. Parce qu'ils savent pertinemment que tout ce qu'ils racontent, c'est faux. Mais ils vont le dire avec la plus grande sincérité de cœur et d'âme qui leur est possible. Vous avez la tirade des comédiens, justement, dans Hamlet, où Shakespeare, dans son intelligence d'auteur, il dit « Je ne vais pas vivre éternellement. Hein. Donc, je vais vous dire comment je veux mes textes. » Et à travers la bouche d'Hamlet, il fait dire aux comédiens voilà, arrêtez de gesticuler. Arrêtez de jouer les tragiques en levant les bras ou en vous roulant par terre et en pleurant. Ne faites pas plus que ce qui vous est demandé. Soyez au plus proche du personnage, du texte qu'on vous propose.
Et soyez sincères. On n'est pas hypocrite en fait, on est hypocrite malgré soi en tant que comédien, parce que on sait que ce qu'on vous raconte c'est faux, mais on veut que vous y croyiez. Donc on va essayer de vous séduire par ce que l'on est, par notre sincérité déjà, la générosité aussi qu'on a à mettre notre corps et notre âme sur un plateau pour vous séduire, pour vous divertir, pour vous faire réfléchir, pour vous dire qu'on aime n'importe quel personnage, qu'il soit bon ou mauvais, et qu'on a envie de vous partager ça. Donc, hypocrite, oui, on est un petit peu hypocrite. On est un petit peu sincère. hypocrite, mais on est très sincère. On est très sincère, donc on en oublie l'hypocrisie de l'hypocrisie. Voilà, pour moi, comment je pourrais développer un petit peu cette phrase-là. Voilà, c'est très bien, ça me va. Voilà.